OK, donc on continue avec la dernière partie de notre cours cette semaine qui est de réviser le problème d'exclusion mutuelle avec une seule machine. Donc si vous avez pris un cours, par exemple en système d'exploitation, multicœur, programmation en parallèle, vous avez probablement vu là, ce fameux problème d'exclusion mutuelle, donc pour garantir la cohérence dans une application qui exécute sur plusieurs fils et qui va donc accéder à des données partagées entre les threads. Donc, nous, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est revisiter ce problème d'exclusion mutuelle, mais dans un contexte distribué. Donc, regarder des algorithmes qui fonctionnent quand c'est des machines qui essaient de partager des données et non des threads dans une machine. Donc, pour comprendre là, comment ça fonctionne dans un système distribué, c'est bon de réviser là, comment ça fonctionne dans une, de réviser le problème avec une seule machine. Donc, ça c'est le problème qu'on a. Donc, on imagine qu'on a une variable. Donc ici, oubliez le système distribué, on est dans une seule machine. On a une variable en mémoire vive, là, donc un compteur. Et ce compteur va donc être lu et écrit par plusieurs threads qui vont rouler en parallèle. Donc, imaginez là, que le compteur, c'est une paire de clés-valeurs. Okay? Donc, par exemple, dans un système là, de key-value store, on a une paire de clés-valeurs en mémoire et cette paire de clés-valeurs est lue et écrite par plusieurs fils d'exécution, par le même serveur de stockage. Ok, donc là, ce qu'on veut voir, c'est quels sont les différents scénarios qui peuvent se passer là, dans notre système en termes de scénarios possibles d'exécution là, de notre application. Donc, voici un exemple. Imaginez que j'ai deux threads différents, un compteur qui a une valeur de 5 pour l'instant, et là, mon premier thread fait une incrémentation du compteur, et mon deuxième thread fait une décrémentation de ce compteur. Donc, quel serait le scénario idéal, évidemment? Donc, si un thread fait une incrémentation et un autre thread fait une décrémentation, ben, on s'attend que la valeur reste inchangée. La valeur devrait être 5. Donc, si l'exécution est parfaite et cohérente. Donc là, malheureusement, ce qu'on va voir, c'est que si on n'a pas de mécanisme d'exclusion mutuelle, d'autres situations peuvent arriver. Donc là, on va explorer quelles sont les possibilités. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation atomique. Ce qu'on suppose présentement, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation atomique là, de l'opération de compteur, d'incrémentation de compteur et de décrémentation de compteur. Okay? Donc, dans le modèle qu'on regarde présentement, ces opérations d'incrémentation et de décrémentation est décomposée en 3 opérations chaque. Et chaque opération donc, doit utiliser un registre de valeur temporaire, modifier la valeur temporaire avant de réécrire la valeur dans le compteur. Okay? Même chose ici, on décrémente par 1 pour pouvoir écrire la valeur dans le compteur. Donc, dans la situation idéale, on aimerait que les deux opérations d'incrémentation et de décrémentation soient exécutées donc, de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on exécute complètement une opération suivie par l'autre. Donc, par exemple, ici, on imagine là, on a un seul processeur qui exécute le premier fil d'exécution, fait un changement de contexte, exécute le deuxième fil, ou vice-versa, on exécute le deuxième en premier, puis après le premier. Donc dans ces deux situations-là, on va avoir la bonne réponse qui est 5. Le problème arrive quand on a donc un découpement de ces opérations-là, parce qu'elles ne sont pas atomiques, on ne peut pas garantir que les 3 opérations vont exécuter un après l'autre. Possible qu'on exécute une sous-séquence d'un fil, et là, l'OS peut décider de faire un changement de contexte, et là, ça commence à exécuter une partie du deuxième fil d'exécution avant de revenir au premier, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le système? Donc, on peut imaginer, par exemple, premier fil d'exécution exécute, on copie la valeur du compteur dans le registre, on augmente le registre, et après ça, on fait un changement de contexte. Deuxième fil d'exécution exécute, lit la valeur du compteur qui n'a pas changé, donc c'est encore 5, et ça c'est écrit dans le registre numéro 2.
Et après ça, on modifie le registre numéro 2 à 4 dans l'opération de décrémentation. Et là, un changement de contexte pourrait arriver. Et par exemple, la valeur 6 est écrite par le fil 1 et finalement, la valeur 4 est écrite par le fil 1. Donc, la valeur finale dans ce scénario-là est de 4 au lieu de 5. Si l'inverse se passe et cette opération ici est exécutée en dernier, on aurait une valeur de 6. Donc, on voit ici que si on ne contrôle pas l'exécution de nos opérations, on peut facilement obtenir des valeurs qui sont faussées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une situation de compétition. En anglais, on appelle ça un race condition. Donc une situation où plusieurs threads vont manipuler donc, des valeurs partagées et ils vont le faire d'une façon qui n'est pas secure, donc unsafe. D'accord? Donc à ce moment-là, on ne peut pas garantir une exécution linéaire des opérations et on va recevoir la valeur de l'opération qui finit en dernier. Donc, une chose qu'on doit faire, c'est identifier ces conditions-là, ces race conditions, et utiliser des méthodes de synchronisation pour donc assurer que l'exécution est correcte. Donc, mais évidemment, quand on synchronise les processus, on limite le parallélisme, donc la performance du système va donc diminuer parce qu'on doit bloquer dans certaines situations, mais au moins on garantit que l'exécution va être correcte. Et ça, c'est évidemment plus important là, que la performance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut identifier qu'il y a une condition une situation de compétition avec cette valeur de compteur qui est donc accédée, modifiée en parallèle par deux fils d'exécution. Donc, il faut que les opérations soient exécutées de façon atomique. Donc, comment on peut faire ça dans un système, un système centralisé à une seule machine? Donc là, c'est là que vous avez peut-être vu des concepts comme les métaphores, les verrous, qui permettent donc à une des fils d'exécution de verrouiller donc l'accès à la valeur partagée. Et à ce moment-là, les autres fils d'attente doivent les autres fils d'exécution doivent rentrer dans la file d'attente pour pouvoir bloquer et attendre que le fil qui a accès donc à la mémoire partagée termine son exécution avant de relâcher donc le verrou. Okay? Donc ça c'est le concept de base. Donc ce qu'on dit c'est que quand on accède aux données partagées, on en rentre dans une section critique, critical section, et on garantit que juste une file d'exécution à la fois peut accéder à la section critique. Donc ça, c'est le problème d'exclusion mutuelle. Et donc, dans une seule machine, les algorithmes de verrou et tout ça, donc les sémaphores assurent que cette section critique est exécutée à l'exclusion mutuelle pour les fils d'exécution à l'intérieur d'une seule machine. Et ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est comment reproduire donc, ces algorithmes d'exclusion mutuelle pour protéger une section critique dans un contexte distribué où c'est des machines différentes machines veulent accéder à une donnée partagée et doivent donc communiquer en envoyant des messages. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bonne semaine.